peut gagner le titre et faire briller la France. Ou juste quelque part en France, voir gagner sa team. On peut gagner à tous les niveaux, sur un tapis, même sous l'eau. Quand on gagne tel qu'on est, on change les mentalités. C'est pour voir gagner l'unité, la parité. Qu'on ira ensemble à Paris, voir la France gagner. Depuis 40 ans, nous sommes aux côtés des athlètes français et de tous les passionnés de sport. FDJ, partenaire officiel des Jeux de Paris 2024. FDJ et voir la France gagner. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Stéphane Pallès, vous êtes présidente directrice générale de la FDJ, la Française des Jeux. Alors il y a un an, quasiment jour pour jour, c'était un jour près, on était au même endroit devant vos actionnaires, ou réels ou potentiels, et vous aviez notamment détaillé les objectifs stratégiques du groupe qui avaient été réaffirmés à l'occasion d'une journée investisseur qui s'était tenue quelques jours auparavant. Et nous allons y revenir. Mais dans un premier temps, est-ce que vous pouvez faire, pour les quelques personnes qui ne connaissent pas encore très bien FDJ, un rapide tour d'horizon de la société, ses grands chiffres, et puis son modèle d'affaires qui est assez particulier. Les gens connaissent la FDJ, mais pas forcément le modèle d'affaires financier. Merci beaucoup. Donc, très heureuse d'être de nouveau parmi vous, donc un an après. Alors, je crois qu'on a quelques chiffres qui devraient s'afficher, mais je ne les vois pas, mais c'est pas grave. Donc FDJ en quelques chiffres. Donc les voilà. Donc nous sommes une entreprise qui fait donc 2,5 milliards de chiffre d'affaires. On parle des chiffres 2022. Avec un taux de marge donc d'EBITDA de 24%. Et c'est très important dans notre modèle, on en reparlera peut-être, 6,5 milliards de contribution à la richesse nationale. Donc nous sommes une entreprise qui non seulement restitue beaucoup d'argent à l'État, on ne l'a pas mis sur cette slide, mais plus de 4 milliards d'euros versés à l'État par an. Là, je ne parle pas de dividendes, je parle bien du prélèvement sur notre activité, mais qui par ailleurs a un impact que nous mesurons tous les ans sur le territoire. Et pour faire tout cela, donc 2700 collaborateurs dans l'entreprise, en fait pas loin de 3000 aujourd'hui, et surtout un réseau de points de vente exceptionnel, 30 000 points de vente de proximité qui ne nous appartiennent pas, mais dans lesquels nous sommes présents. Alors on parle souvent des buralistes, mais il faut parler aussi des marchands de presse et du commerce de proximité, le plus grand réseau de proximité de France sur l'ensemble du territoire, et surtout, évidemment, 25 millions de clients. 25 millions de clients, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça veut dire qu'un Français sur deux en âge de jouer, au-dessus de 18 ans, donc en France, a joué au moins une fois par an et éventuellement plus un jeu de la Française des Jeux. Donc c'est évidemment une entreprise qui a une relation exceptionnelle avec les Français. Et pas seulement avec les Français, on en parlera peut-être plus tard. Alors ensuite, un mot, je crois qu'il y a un mot sur nos activités. Donc historiquement, FDJ, alors on dit que c'est le loto, en fait historiquement c'est surtout la loterie. La loterie, c'est aujourd'hui encore, donc comme vous le voyez sur cette slide, presque 80% de notre chiffre d'affaires. Nous avons à côté de la loterie donc une activité de paris sportifs et de jeux en ligne en concurrence qui représente presque 19% de notre chiffre d'affaires. Et nous avons commencé, et nous avons pour projet de continuer à diversifier l'activité de l'entreprise. Alors, deux types de diversification qui sont de nature différente, mais dont on reparlera. L'une qui est très emblématique de la manière dont nous travaillons avec justement notre réseau et notre écosystème, c'est le développement d'une activité de paiement et de services dans notre réseau, sous la marque Nirio. On pourra expliquer ce que c'est si vous le souhaitez. Et l'autre, c'est un début d'expansion à l'international qui a commencé avec des activités en B2B, qui a pris cette année une nouvelle forme avec le rachat de l'opérateur de loterie irlandaise.
Donc ça, c'est sur l'international. Et puis, puisqu'on parle aussi de développement et de croissance externe, nous nous sommes également renforcés cette année sur notre activité donc, de jeux en ligne en concurrence avec le rachat de The Bet The Turf, qui est donc le principal opérateur de paris hippiques en concurrence à côté du PMU qui détient 80%, presque 80% de ce marché, mais The Bet en détient The Turf en détient 20%. Donc nous avons cette année, par rapport à l'année dernière, on pourrait dire ça, on s'est transformé, notamment en termes d'acquisition externe, et on en reparlera peut-être. On va en reparler. Alors c'était effectivement les deux grands axes de croissance. Il y avait la croissance externe, les diversifications, et puis il y avait aussi le développement des activités historiques. Et là, il y a eu deux actualités récentes, importantes dans ces métiers historiques. Oui, alors on est une entreprise qui continue évidemment à innover, à renouveler en permanence ces jeux dans son activité historique. Donc il n'y a pas qu'en se diversifiant sur de nouvelles activités que nous nous renouvelons. Et dans les choses tout à fait importantes qu'on a faites cette année, en particulier, nous avons lancé pour la première fois depuis le lancement d'Euromillions. Euromillions, ça date maintenant de 2004. Donc c'est un jeu évidemment que tout le monde connaît, qui est un jeu d'une communauté de 10 loteries européennes. Et donc nous avons, avec cette communauté, à un pays près, nous avons réfléchi à lancer un jeu qui soit non pas une substitution d'Euromillions, qui est un jeu qui connaît toujours beaucoup de succès, mais qui complète notre offre par un jeu différent. Et c'est ce qu'on appelle Eurodreams, qui est donc un jeu de rente, qui a été donc lancé début novembre. Donc nous sommes au tout début. Et nous avons constaté avec beaucoup de satisfaction que nous ne nous étions pas trompés quant à l'attente que ce jeu représente par rapport aux attentes de nos clients, puisque nous avons eu tout de suite beaucoup de succès sur ce jeu dès les premières semaines, dès le premier tirage. On a même eu 2 gagnants français dès le premier tirage. Donc c'est un jeu dans lequel on a une probabilité supérieure de gagner Euromillions, et surtout dans lequel donc on verse le jackpot, si je puis dire, avec une rente pendant donc une durée garantie à 2 niveaux différents. Et quand vous dites que ça a eu beaucoup de succès, ça se situe comment par rapport à un tirage d'Euromillions? Alors ça n'est pas comparable. Donc j'ai beaucoup de succès par rapport aux attentes que nous avions. Donc c'est un jeu qui va pas représenter aujourd'hui, il ne va pas représenter l'équivalent d'Euromillions. Euromillions reste un de nos jeux majeurs, évidemment, dans nos jeux de tirage. Mais c'est un jeu qui est tout à fait important en termes de complément. Donc il va manifestement chercher des clients qui peut-être ne jouaient pas Euromillions, qui considèrent que là, on a, avec cette promesse de versement donc d'un gain donc, de 20 000 € par mois pendant 30 ans quand on gagne au rang 1, qui est quelque chose qui est peut-être, vous m'avez dit, plus rassurant, plus sécurisant en termes de gestion dans la durée. Donc je pense qu'on va aussi à la rencontre d'un nouveau public, et c'était notre idée, et c'est ça qu'on va voir se confirmer, j'espère, l'année prochaine. Donc ça, c'est un événement très important. Et puis il y a eu un jeu de grattage, un nouveau jeu de grattage, c'était Mission Nature, et là aussi c'est tout récent, hein, c'était le 3 octobre. Alors voilà, alors c'est pas du tout, si je puis dire, dans la même catégorie. Donc nous avons lancé en fait un jeu de grattage. Alors, nous lançons beaucoup de jeux de grattage et nous les renouvelons beaucoup. Celui-là, il est différent puisque c'est le petit frère de Mission Patrimoine. Mission Patrimoine existe depuis 6 ans. C'est un jeu qui a beaucoup d'importance, non pas forcément en termes de chiffres d'affaires dans notre gamme, mais en termes de sens que nous voulons aussi donner à nos actions et de redistribution sur des projets concrets de terrain. Donc, compte tenu du succès de Mission Nature, qui s'est confirmé depuis 6 ans, nous avons imaginé
sur un thème qui est la biodiversité, qui est un thème qui monte beaucoup dans la société française, qui rencontre beaucoup d'intérêt. On a imaginé un jeu de grattage qui fonctionne sur le même principe, qui est un petit jeu de grattage à 3 €, qui s'appelle Mission Nature, et qui est effectivement dans nos points de vente et sur notre site depuis le 23 octobre. Et vous envisagez de poursuivre le développement de ces jeux bonne cause, disons ? Alors, on va déjà laisser s'installer Mission Nature, puisque ce sont des jeux qui ont besoin de s'installer dans la durée, de devenir populaires, aussi de montrer, de faire leurs preuves en termes de financement de projets, puisque comme Mission Patrimoine, le principe de Mission Nature, c'est qu'on sélectionne avec notre partenaire, l'Office français de la biodiversité, des projets sur l'ensemble du territoire qui vont bénéficier des fonds que nous récoltons à cette occasion et qui vont donc montrer l'efficacité et le caractère concret de cette mécanique. Donc on va déjà travailler là-dessus, voir si ça marche. Je crois que la biodiversité, c'est un petit peu plus... c'est un thème qui est un peu moins connu que le patrimoine. Donc une partie des objectifs de ce jeu, justement, c'est de montrer ce que c'est que la biodiversité et comment, sur des projets très concrets, on peut faire des choses sur le terrain et avec vraiment de vrais effets. Donc c'est d'abord ça notre objectif, et après on verra. Du côté croissance externe, vous en avez déjà parlé, donc c'était principalement The Turf et puis un premier pas à l'international avec la loterie irlandaise. Vous avez d'autres sujets en vue ou d'autres développements, d'autres extensions ? Alors, ce que nous avons dit, et notamment ce que nous avons dit lors de notre Investor Day il y a un an, c'est que nous avons pour stratégie et nous avons pour objectif, effectivement, de nous diversifier et de continuer à croître, et sur la loterie et sur les jeux en ligne, et ce, dans les deux cas, avec une dimension internationale, parce que en fait, c'est aujourd'hui une des principales manières de croître. Donc, ce que nous avons fait avec The Turf, ça a consisté à créer, avec l'acquisition de The Turf et le lancement du poker qu'on avait fait avant, maintenant nous avons un acteur des paris en ligne en France qui a une taille qui commence à être, j'allais dire, plus optimale. Qui est 4e sur le marché français, donc notre part de marché a augmenté, nous avons 10% de part de marché. Voilà, c'est pas suffisant si on parle d'être un opérateur de paris en ligne à l'échelon de ce secteur aujourd'hui, qui est un échelon dans lequel les grands acteurs ils sont internationaux. Donc clairement, un de nos objectifs est de voir si nous avons l'opportunité de croître en rachetant des acteurs du pari en ligne et qui seront forcément pratiquement internationaux, parce qu'aujourd'hui, c'est une activité qui se fait sur une base internationale avec des effets d'échelle très très importants et d'optimisation de ces effets d'échelle. Donc ça, c'est pour les paris en ligne. Sur la loterie, donc nous avons, comme vous le savez, comme vous l'avez vu, donc une activité française qui reste notre cœur d'activité, sur lequel on a beaucoup de légitimité, sur lequel on est un grand acteur reconnu par nos pairs, par son excellence, en termes marketing, en termes technologiques, en termes de communication. Et donc nous avons effectivement comme projet, et nous avons commencé de le faire avec la loterie irlandaise, en quelque sorte d'utiliser ce savoir-faire pour être en capacité, si nous avons l'occasion, donc de gérer des opérateurs de loterie à l'étranger qui nous ressemblent. La loterie irlandaise, ça nous ressemble, c'est une petite FDJ, juste 10 fois plus petite. Voilà. Mais c'est un monopole, du tirage, du grattage, du digital, des points de vente, une régulation. Voilà. Et donc nous aspirons, mais il n'y a pas forcément beaucoup d'opportunités qui se présentent tous les jours en la matière, puisque ça passe par des opérations de privatisation ou des échéances de licence. Donc il n'y a pas forcément un marché permanent d'acquisition, mais c'est clair que nous sommes en capacité de saisir d'autres opportunités de ce type si elles se présentent. D'accord. Donc on voit que le plan suit son cours et plutôt bien. Alors ça n'a pas été tout à fait le cas du cours de bourse. J'ai regardé hier soir, le titre est en baisse de 11% depuis le début de l'année. Alors comment expliquer ce recul ?
avec aussi des résultats qui ont été un petit peu inférieurs aux prévisions, puisque vous avez revu d'ailleurs cet été vos perspectives annuelles. Alors on pensait que le secteur était peu sensible à l'inflation, à la baisse du pouvoir d'achat. Est-ce que c'est ça ? Alors non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça, c'est très très important parce que je pense que dans les caractéristiques qui sont très importantes dans l'investissement dans FDJ et dont on a beaucoup parlé avec nos actionnaires et investisseurs, évidemment au moment de l'IPO et dont on parle beaucoup maintenant, il y a le fait que c'est une entreprise qui reste très peu sensible au cycle économique. Et évidemment, c'est une question qu'on s'est posée tous les jours dans cette période où on a été confronté quand même à une conjoncture économique qu'on n'avait pas connue en termes de niveau d'inflation depuis très très longtemps en France. Donc on s'est demandé comment on allait être sensible ou pas à ce sujet. Donc aujourd'hui, il n'y a pas dans ce que nous remontent nos chiffres et nos indicateurs, nous ne sommes pas devenus différents. Et ça, c'est très très important pour la thèse d'investissement. Alors, en revanche, c'est toujours compliqué d'expliquer un cours de bourse, mais je pense qu'on peut donner quelques facteurs qui sont assez rationnels. Bon, le premier facteur, c'est que quand même, depuis le début de l'année, on est dans une période de hausse des taux, précisément pour lutter contre l'inflation de la part des banques centrales, qui quand même met la pression sur des entreprises comme nous qui ont une promesse de rendement régulier, mais qui ne s'ajustent pas instantanément par rapport au niveau des taux d'intérêt et donc à la concurrence d'autres placements financiers. Donc ça, je pense que ça, c'est une pression sur nous qui a été forte dans cette année, qui peut-être maintenant va se stabiliser, puisqu'on pense qu'on est plutôt dans un univers qui tend à se stabiliser en termes d'inflation et de hausse des taux, mais qui certainement compte dans tout cela. Après, il y a un facteur d'activité dont vous avez parlé, mais qui n'est pas lié à l'inflation, qui est lié au fait que cette année, alors on va rentrer un tout petit peu dans la technique, mais je vais le faire rapidement et simplement. Parce que le temps avance. Le temps avance, voilà, qui est qu'effectivement, nous avons dû constater en juillet que nous étions sur une trajectoire de croissance moins élevée que nous le pensions sur la loterie. En fait, sur les paris sportifs, on a été tout à fait performant, donc pas de problème. Donc ça, c'est bien d'être diversifié quand on est une entreprise, d'avoir plusieurs activités. Sur la loterie, on a eu, si je puis dire, pas de chance sur Euromillions. Alors nos joueurs ont eu de la chance puisqu'ils ont beaucoup gagné rapidement, des lots très importants, mais le sens où ils n'ont pas eu de chance, c'est que quand les jackpots sont gagnés tôt dans le cycle et n'atteignent pas les jackpots les plus élevés, eh bien, nous avons moins de chiffre d'affaires qu'anticipé. Je vois que certains hochent la tête, donc ils ont bien compris ce point. Et donc, nous avons eu au premier semestre, si je puis dire, en tant qu'opérateur, pas de chance. Nos joueurs ont eu de la chance. Nous, on n'a pas eu de chance. Et comparé à une année précédente, qui était l'inverse. Voilà. Alors ça fait partie de l'aléa d'être un opérateur de loterie. Ça peut jouer aussi contre nous. Après, les tendances de fond de cette activité de loterie et de tirage, elles restent tout à fait bonnes. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être fondamentalement inquiet. Et ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est que notre régulateur nous a demandé, et ça fait partie de notre business, et ça peut arriver, de réviser la formule de jeu d'un jeu de tirage instantané qui s'appelle Amigo en point de vente. Donc on l'a fait, c'est normal, et on a eu à peu près ce qu'on anticipait en termes de baisse des mises, c'est-à-dire 25% sur ce jeu. Donc tout ça, on l'a enregistré au premier semestre. Maintenant, je dirais, on est sur une stabilisation de tout ça, et ce faisant, comme nous sommes des gens attachés au respect des promesses que nous faisons à nos actionnaires, eh bien, nous avons mis en place un plan d'économie pour tenir notre taux de marge donc sur l'année à 24% environ, comme on l'avait promis, et c'est ce que nous allons faire. Donc ça ne nous empêche pas d'avoir un respect de nos objectifs de profitabilité, et comme en plus c'est une année où on aura un bon niveau de placement, de résultats financiers, notamment sur nos placements, je pense qu'on peut dire que nous allons continuer à garantir à nos actionnaires des hausses de leur rendement.
Très bien. Alors, vous avez parlé d'Amigo, vous avez dû adapter le jeu. Il y a aussi les casinos en ligne, même s'ils ne sont pas autorisés en France, qui attirent de plus en plus de monde. On a parlé des paris sportifs qui bondissent lors des grandes compétitions. Donc l'addiction reste un sujet, un risque majeur dans le secteur. Quelles sont vos actions en la matière ? Alors, c'est effectivement c'est intrinsèque à notre activité. Donc, pour être un bon opérateur de jeux d'argent, il faut être complètement convaincu que la maîtrise des risques d'addiction, ça fait partie de notre excellence. Et nous, on pense qu'effectivement, nous sommes, je crois, et on est reconnu comme étant particulièrement investi et particulièrement efficace. Alors, premièrement, je commence par ça, la loterie est le secteur qui est le moins générateur de risque d'addiction. Alors, on peut avoir des débats sur Amigo, on l'a eu, mais globalement, quand on regarde les chiffres sur la loterie, c'est une activité qui est très peu génératrice de risques par rapport à d'autres activités plus intenses que sont effectivement les paris en ligne. Et on va dire un mot du casino en ligne. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est un opérateur responsable ? On agit sur l'ensemble des leviers que nous avons. Alors, je pourrais passer beaucoup de temps sur ce sujet. Je ne le ferai pas. Mais on n'a pas le temps. Je peux donner quelques exemples. Alors, par exemple, nous sommes le seul opérateur qui, volontairement, consacre 10% de son budget de communication sur des campagnes de jeux responsables. Donc ça, c'est un vrai engagement, c'est du vrai argent. Nous avons par ailleurs, dans notre activité en ligne, nous sommes donnés des objectifs de limitation du nombre de joueurs à risque qui nous conduisent à être extrêmement forts sur la surveillance de cette activité et le fait d'envoyer aux joueurs un certain nombre de signaux quand ils sont à risque, voire éventuellement de les appeler. Donc voilà, donc on pourrait encore une fois en parler longuement. Donc on est sur l'ensemble de nos activités très engagées. Alors le casino en ligne, c'est un petit peu différent parce que c'est une activité, comme vous l'avez dit, une activité illégale en France. Pour l'instant, oui. Donc je ne l'opère pas par définition. Et ça vous intéresserait si c'était possible ? Alors moi, je n'opère que des activités légales. Donc ça, c'est le premier point. Ça, je pense que ça ne va pas vous surprendre, mais ça me paraît assez fondamental. Donc le casino en ligne, pour moi, c'est plutôt d'abord un débat de société, si je puis dire, parce que c'est une activité qui est, on le sait autour de nous, qui est connue comme étant plus intense et plus génératrice d'addiction que d'autres activités que nous avons aujourd'hui. Donc c'est un débat qui aura lieu peut-être un jour au niveau du gouvernement, du Parlement, mais ce n'est pas tellement à moi de le résoudre aujourd'hui. Et je pense qu'il n'y a pas urgence. D'accord. Alors une question rapide pour terminer, parce que l'heure avance. C'est une question que je vous avais posée l'année dernière. On pensait que je n'aurais pas à vous la poser cette année. C'est la fameuse question de la soulte supplémentaire qui pèse sans doute quand même sur la valorisation du titre. On peut rappeler que lors de la privatisation, une soulte a été versée à l'État et Bruxelles réclamerait une soulte plus importante. Donc où en est-on ? Le dossier devait être bouclé pour cette année. Il reste un mois. Je pense que je n'ai jamais malheureusement pu dire que le dossier devait être réglé avant la fin de l'année, puisque moi je suis l'objet. Donc je suis l'objet concerné par un débat entre la Commission de Bruxelles et l'État français, puisque la Commission a ouvert une enquête pour savoir si l'État n'aurait pas dû nous demander plus d'argent que les 380 millions que nous avons versés. Alors, moi, ce que je peux dire rapidement, puisqu'on est déjà au-delà du temps, c'est que, évidemment, je regrette qu'on soit dans cette situation qui crée une incertitude pour mes actionnaires et qui pénalise, évidemment, mon cours de bourse. De combien, c'est difficile à le dire, mais j'ai forcément un peu de décote qui s'explique sur ce sujet, et je le comprends parce que c'est une incertitude. Que deuxièmement, on peut quand même dire que cette année, on a eu quelque chose de tout à fait positif, qui est une décision du Conseil d'État qui, en gros, a instruit à peu près les mêmes arguments que ceux qui font l'objet du recours à Bruxelles et qui est allé totalement en faveur de l'État français et de nous, voilà, qui n'a pas tranché le sujet bruxellois, si je puis dire, qui est le montant de l'aide, mais par contre qui a réglé un certain nombre d'arguments juridiques qui étaient un peu à la base de l'argumentation de nos adversaires. Donc ça, c'est quand même un élément très positif. Et puis après, je ne peux souhaiter
que ce problème soit résolu rapidement. Et donc, je vous pose pas la question l'année prochaine, on parlera d'autre chose. D'accord. Merci beaucoup, Madame Pallez. Je rappelle qu'il y a un stand FDJ tout proche d'ici, donc vous pourrez discuter avec Madame Pallez ou avec toutes ses équipes tout de suite après la fin de ce débat. Merci beaucoup. Merci à vous. Et je vous annonce le débat suivant qui sera consacré à AXA avec le président, Monsieur Gousset-Grainville. Merci.